Ok, salut à tous. Aujourd'hui, souhaite vous présenter une vidéo qui fait suite à la vidéo que j'ai postée hier concernant l'analyse de variance avec étape d'identification. Donc l'idée ici est tout simplement de vous montrer un exemple de comment faire les plans en bloc, comment étudier votre process et comment faire l'ANOVA. Donc l'idée que j'avais aujourd'hui, c'était tout simplement de prendre un exemple tel que le MSA, qui est assez connu dans le monde de l'industrie. Donc la première chose à faire est d'identifier les facteurs et leur nombre de niveaux. Donc dans notre cas, dans un MSA de mémoire, nous avons un facteur opérateur et un facteur pièce. Ce facteur opérateur est lui à 3 niveaux et le facteur pièce à 10 niveaux. Donc l'idée tout simplement est de faire donc, ce fameux plan en bloc. Donc nous avons 3 opérateurs, nous avons Pierre, Paul et Jacques. Et ici, nous allons tout simplement mettre le nombre de pièces jusqu'à 10. 9, 10. Et voilà, nous avons tout simplement ici créé notre plan en bloc. Il est complet et équilibré. Pour les valeurs, nous allons mettre 10 plus aléa, soyons fous, et nous allons étendre tous les résultats à Pierre, Paul et Jacques. On va réduire le nombre d'unités affichées et on va simplement partir du principe que Paul est un petit peu maladroit et donne des résultats un peu plus élevés. Voilà. Donc ici nous avons notre plan d'expérience. À partir de là, vous obtenez des résultats. La question est de savoir qu'est-ce qu'on en fait. Donc pour cela, nous allons créer l'ANOVA avec cette fameuse étape d'identification. Donc si vous vous souvenez ou si vous avez vu la vidéo d'hier, il y a une première colonne origine de la dispersion, une colonne niveau, une colonne somme des blocs au carré, une colonne calcul intermédiaire. Nous rentrons ensuite dans la NOVA avec somme carré des écarts, degré de liberté, carré moyen, Fisher observé, Fisher critique, % et risque bêta. Pour rappel, donc dans l'analyse de variance, nous allons étudier les variances. Vous avez votre variance donc totale qui correspond à votre dispersion totale. Et cette dispersion totale se compose à la fois d'une variance qui va être expliquée par votre modèle et une variance inexpliquée que l'on va mettre dans résiduel. Donc dans la partie modèle, la partie modèle comprend tous les facteurs que l'on souhaite étudier. Donc nous avons les facteurs opérateurs, nous avons les facteurs pièces, et si vous le souhaitez, vous avez l'interaction OP-pièce. Si l'on ne souhaite pas étudier l'interaction, celle-ci ira alors dans résiduel, qui se compose toujours de la notion de répétabilité et d'interaction. Alors, petite subtilité ici, c'est que comme le résiduel se comporte de la répétabilité et de l'interaction. Or, dans notre situation ici, je n'ai pas de répétabilité puisque les pièces ne sont pas mesurées plusieurs fois dans un laps de temps très court par un même opérateur et un même équipement. Et je n'ai ni d'interaction puisque j'ai décidé ici de l'étudier. Donc, l'analyse de variance ne pourra pas se faire. Donc, dans notre cas ici, il va falloir alors que je n'étudie pas l'interaction et l'analyse de variance se fera alors sur l'interaction et non la répétabilité. Donc là, je rentre un petit peu dans des détails un peu compliqués, mais dans notre situation, nous n'allons pas étudier l'interaction. Pour ce qui est maintenant de la colonne niveau totale, eh bien, ça concerne tout simplement le nombre d'observations que nous avons. Donc ici, nous avons 3 opérateurs fois 10 pièces, cela fait 30 observations. Pour modèle résiduel, on ne met rien. Les opérateurs, 3 niveaux, pièces, 10 niveaux. Pour la partie somme des blocs, il suffit ici de faire la somme de tous les résultats au carré. Donc nous avons un bloc total. Faisons la somme de ce bloc au carré, parenthèse en trop. Voilà. Pour ce qui est de modèle et résiduel, on ne fait rien. Pour ce qui est d'opérateur, nous allons tout simplement faire la somme de chaque bloc. Nous avons un bloc Pierre, un bloc Paul et un bloc Jacques. C'est très simple, hein. Il y a autant de blocs que de niveaux. On pourrait même dire la somme des niveaux au carré. Donc ici, je vais simplement utiliser la fonction somme carré qui met au carré chaque valeur. Donc le calcul ici que j'obtiens, je vais le faire différemment ici. Je vais tout simplement faire somme
Pour pièce, donc nous avons 10 niveaux, donc 10 sommes à mettre au carré. Donc c'est somme de cette ligne au carré, plus somme de la ligne 2 au carré, plus somme de la ligne 3 au carré. Donc je ne vais pas le faire manuellement. Je vais tout simplement ici faire la somme de la ligne. Voilà. Et utiliser la fonction somme carré qui tout simplement mettra chaque valeur au carré et fera la somme. Donc, dans ce calcul ici, nous avons 33,265 au carré plus 31,839 au carré, etc., etc. Nous obtenons les résultats suivants. Pour le calcul intermédiaire ici, c'est très simple. On fait pour total son SB au carré divisé par 30. Ici, on n'en a que faire. Et ici, la petite formule à retenir, SB2 au carré fois niveau divisé par 30. Ici, SB carré fois 10 divisé par 30. Et voilà, pour ce qui est des sommes carrées des écarts. Donc là, nous venons tout simplement de faire la phase d'identification. Donc vous voyez qu'il n'y a vraiment rien de compliqué. Identification. Ok, à partir de là, c'est très simple. Pour la somme carrée des écarts, nous allons tout simplement prendre la fonction Excel et sélectionner toutes les données. Voilà. Alors, je vais réduire peut-être le nombre de chiffres après la virgule. Voilà. Pour maintenant ce qui est factoriel, alors je vais tout simplement séparer la partie modèle des facteurs que l'on étudie. Somme carrée des écarts, nous faisons tout simplement ceci moins cela. Alors, somme des blocs au carré, nous avons fait somme de tous les résultats au carré, nous avons fait somme 10 au carré. Ok, et ici, donc nous faisons ça moins ça. Ok, je pense qu'il y a une petite erreur. Ah, x2, voilà. Petite erreur ici, donc c'est bon de voir. Chapeau 2. Voilà, ça me paraissait plus cohérent, parce qu'avoir des sommes carrées des écarts aussi élevés, c'était un peu louche. Donc là, on retombe sur nos pattes. Nous avons donc ici tout simplement calculé les sommes carrées des écarts de nos facteurs. Le modèle, on sait que c'est tout simplement la somme de tous nos facteurs. Voilà. Et résiduel, c'est simplement la différence entre total moins modèle. Et voilà, nous venons tout simplement de calculer les sommes carrées des écarts. Pour ce qui est maintenant des degrés de liberté total, c'est tout simplement 30 moins 1. Pour les opérateurs et les pièces, on prend tout simplement le nombre de niveaux auquel on enlève 1. Donc là, on a 3, ce qui devient 2. Et pour les pièces, on en a 10, ce qui devient 9. On va simplement enlever. Voilà. Pour ce qui est de modèle, c'est tout simplement la somme de 9 plus de 11 et résiduel, la différence toujours entre total et modèle. Nous obtenons un BDL résiduel de 18. Les carrés moyens, c'est très simple. On divise les SCE par les degrés de liberté et on le fait pour tout le monde. Voilà. Pour ce qui est des ficheurs observés, alors il n'y en aura pas pour total et résiduel, puisqu'ici nous allons tout simplement comparer le carré moyen égal, donc carré moyen divisé, on divise tout par le carré moyen résiduel. On ne le fait pas pour total parce que ça n'a pas de sens puisque le résiduel fait partie du total, et on ne le fait pas pour résiduel parce que cela revient à diviser le CM résiduel par le CM résiduel. Donc on aurait 1 ici, donc on ne le fait pas. Ici on refait la même chose, on divise le carré moyen opérateur par le résiduel, et ici le carré moyen pièce par le résiduel. Nous avons ici nos fichiers observés, OBS, soit un peu plus français. Pour le fichier critique, de même, ici il n'y a pas de sens. Nous faisons tout simplement inverse loi F, qui est ici, 5%, point virgule, degré de liberté du facteur en question, et divisé par degré de liberté résiduel. Et nous obtenons 3,55. 55. Je le fais aussi pour les pièces. Donc, pareil, 5%. Divisé par 0,9, 0,18. Pour le modèle, nous faisons la même chose. Donc, je vais
simplement copier la fonction et réajuster les données. Nous avons en bleu le modèle et en rouge la partie résiduelle. Voilà, deux. À partir de là, qu'est-ce qu'on en conclut? On en conclut alors que ici, le fichier observé est supérieur au fichier critique. Donc, le modèle est significatif, donc ce qui est plutôt bon signe. On s'aperçoit également que le facteur opérateur est significatif, ce qui veut dire qu'au moins un niveau du facteur opérateur est différent des autres. Ça a du sens. Ici, nous avons Paul qui a des résultats un peu plus élevés. Rappelez-vous, j'ai mis 11 plus aléa, alors que pour Pierre et Jacques, j'ai des résultats de 10 plus aléa. Pour ce qui est des pièces, en revanche, le fichier observé est inférieur au fichier critique, donc il n'y a pas de différence significative. Alors, cela veut dire que nous ne sommes pas capables de détecter une différence. Voilà. Une petite colonne que j'avais oubliée, qui est la contribution, qui est quand même fort sympathique si l'on ne souhaite pas rentrer dans des calculs trop compliqués. En fait, ici, c'est très simple. Nous prenons tout simplement les SCE de chaque paramètre que nous divisons par le SCE total. Je vais figer SCE total. Voilà, et on ramène tout simplement ce résultat en pourcentage, comme ceci. On remonte, et voilà. Donc ici, le SCE total contribue à 100% de la dispersion. La contribution du modèle qui est égale à 78 et qui correspond au R carré, donc nous avons, si je vais noter, un R carré, où le carré il est là, qui est égal à 76%. Bon, c'est aléatoire, donc les résultats changeront constamment. Mais 85%, ça veut dire que notre modèle explique 80% de la dispersion, ce qui est intéressant, et n'explique pas, donc l'inexpliqué résiduel, 15% de la dispersion. Pour ce qui est de l'opérateur, celui-ci agit à 73% sur la dispersion totale, donc il faudra bien évidemment agir sur le paramètre, le facteur opérateur. Les pièces, dans notre cas, agissent sur 10%. Bon, cela correspond à un léger impact, mais qui, d'un point de vue statistique, n'est pas significatif. Donc voilà. Alors, il est possible aussi de faire un R carré que l'on appelle ajusté, qui est tout simplement un autre paramètre qui est R carré, mais tout simplement ajusté. Alors pour cela, il suffit tout simplement de faire le carré moyen total moins carré moyen résiduel divisé par carré moyen total. Donc carré moyen total moins résiduel égale carré moyen modèle, mais en fait on passe par là, et vous voyez qu'ici on obtient tout simplement 72. Alors en général, cette valeur est toujours un petit peu plus faible, alors c'est pas toujours le cas, mais ça donne disons un second indicateur, c'est-à-dire que si on a un R carré au-dessus de 80%, c'est quand même plutôt bien. Notre modèle explique que 80% c'est bien. Et on regarde aussi également le R carré, il peut y avoir de grosses différences. Hein. Le R carré ajusté peut même aller être jusqu'à négatif. Donc voilà, donc là bon, on est sur un R ajusté 72, ce qui reste plutôt acceptable. Voilà, après rien n'est figé, on va dire, c'est à vous derrière d'interpréter. Donc voilà, pour le risque bêta, alors qu'allons-nous faire? Nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout pour les opérateurs. La fonction est la suivante, de mémoire 1 moins loi f, loi.f que voici. Ensuite, pour x, nous prenons Fisher critique divisé par Fisher observé, point virgule, degré de liberté opérateur, point virgule, résiduel. Alors je vais tout simplement aller checker ça dans un exemple. Voilà, la formule, je ne la connais pas spécialement par cœur. Alors quel est-il ici? Je prends bien le Fisher 5% divisé par obs, opérateur et résiduel. Ok. Donc là je pense qu'on est bon. On convertit tout ceci en pourcentage. Voilà. Et nous faisons la même chose pour les pièces. On est bon.
Et voilà, donc ici, qu'est-ce qu'on a? Alors rappelez-vous que le risque bêta, c'est l'équivalence. Donc pour les pièces, eh ben, entre les 10 pièces, 100% des résultats sont équivalents. Donc d'une part, ils contribuent peu à la dispersion, c'est une bonne chose, et 100% des pièces sont équivalents. Donc imaginez 10 petites gaussiennes qui se superposent. En revanche, pour les opérateurs, qui contribuent à 70% de la dispersion, donc vous imaginez votre gaussienne euh, qui est, euh, qui est égale à 100%, et ben vous tranchez 70% qui est simplement lié à l'opérateur. Et là, on a 12% des résultats qui sont équivalents entre Pierre, Paul et Jacques. Alors, il peut arriver que ici, on est 70%, ici 100%. Cela veut simplement dire que vous imaginez la gaussienne de Pierre, la gaussienne de Paul et la gaussienne de Jacques. Donc, la dispersion liée à Paul, liée à Pierre et liée à Jacques, trois gaussiennes qui se superposent. Donc 100% de votre dispersion totale, 70% liée à Pierre, Paul et Jacques. Ces trois dispersions sont 100% superposées. Donc là, il va falloir agir surtout sur cette dispersion sur la variance et donc la précision de votre mesure. Si ici nous avons un risque bêta à 0, cela veut dire que nous avons une gaussienne de Pierre qui n'est pas superposée à une gaussienne de Paul, qui n'est pas superposée à une gaussienne de Jacques. Donc là, nous avons un décentrage, un décalage pour chaque opérateur. Et donc là, l'information est différente. Cela peut être dû à un autre facteur en fait, qui n'est pas pris en compte dans l'étude. Est-ce qu'ils ont utilisé trois outils différents? Est-ce que Pierre a mesuré le matin, Paul le midi et Jacques le soir? Et je sais pas, une concentration, la mesure d'un dosage, un réactif qui du coup n'est pas stable. Voilà, cela apporte son lot d'informations. Ok, donc après, si on veut enjoliver un petit peu tout ça, on peut tout simplement insérer un petit graphique. Allez, partons sur plutôt quelque chose avec des barres, graphes. Ok, donc là nous allons mettre sélectionner les données, et ben tout simplement les contributions. Donc nous avons les contributions ici. Alors nom de série, et ben on a voilà, modifié. Alors on peut éventuellement mettre la part de résiduel, soyons fous. Voilà. C'est intéressant, comme ça on voit la partie qui est inexpliquée, la partie expliquée et la partie des pièces. Contribution. Voilà, on peut faire également la même chose pour le risque bêta. Petite astuce, la variance totale est égale au carré moyen total, donc nous avons ici la variance. Tout simplement, avec cette variance, si vous connaissez vos tolérances, vous calculez votre CP ou votre CPK. Voilà, donc, voilà, bon, je ne le fais pas ici, j'ai aucune notion. Voilà, alors on peut aller après calculer plusieurs choses, comme le nombre de catégories que l'ANOVA peut détecter. Dans le cas où nous avons des variances de répéta, on peut le faire aussi, etc. Alors, pour revenir, la notion de répéta et de reproductibilité. Donc ici, la question est-ce que nous avons une dispersion de répétabilité, une variance de répétabilité? La réponse est non. Puisque pour avoir une dispersion, une variance de répétabilité, la condition est un seul opérateur, une pièce, une même méthode, mais répétition des données dans un laps de temps très court. Ici, nous n'avons pas de répétition des données dans cette condition de un opérateur et une pièce. Imaginons cette fois que ici, nous ayons qu'une seule et même pièce, mais dont la mesure est répétée 10 fois de manière successive. À ce moment-là, oui, ici, la variance serait une variance de répétabilité. Et nous aurions trois variances de répétabilité. Donc une pour Pierre, une pour Paul, une pour Jacques. Cette variance de répétabilité était ici une variance intra-série, donc trois variances intra-série. Voilà. Donc dans notre situation actuelle, pas de répétabilité. Y a-t-il une variance de reproductibilité? Non plus, puisque pour une variance de reproductibilité, il faut changer de laboratoire. Nous aurions ici labo 1, labo 1, labo 2 et labo 3. Dans ce cas, oui, nous serions en présence d'une variance de reproductibilité. Donc la variance totale serait une variance de reproductibilité.
Pourquoi? Parce que le fait de mesurer dans un labo 1, ce résultat sous-entend que ça a été fait par un autre opérateur et un autre équipement et éventuellement un autre jour. Et avec un étalonnage autre que dans le labo 2, le labo 3. Dans cette situation, la variance totale serait une variance de reproductibilité. Pour en revenir à notre situation, comme nous sommes au sein d'un même laboratoire, la condition ici est une condition de fidélité intermédiaire. Nous avons donc une variance totale qui est une variance de fidélité intermédiaire et qui se compose d'une variance intra-série, que nous avons ici, si nous faisons la variance de tous les résultats, et de variance intersérie entre chaque colonne. Voilà, c'était donc un exemple assez facile qui vous montre tout simplement comment faire une analyse de variance avec une étape d'identification. Vous voyez que ça va quand même très très vite. Voilà, la vidéo a duré 20 minutes, mais si l'on ne prend en compte seulement que ce tableau, d'autant plus que ce tableau, une fois que vous l'avez fait, la seule chose qui change par la suite, c'est ici. C'est le nombre de paramètres que vous allez étudier. Ici, les calculs sont toujours les mêmes, donc faites simplement un copier-coller pour faire des futures analyses de variance. Je rebondis pour terminer ici. Voilà, je vous ai montré un exemple un peu plus... Là, c'est un exemple un peu plus structuré. Nous avons tout simplement un facteur opérateur et ici 10 répétitions. Donc nous n'avons pas 10 pièces, mais une pièce. Chaque opérateur a mesuré 10 fois la pièce. Nous avons mis une cible avec des petites tolérances. La variance ici totale de 0,10, vous voyez que c'est celle qui est donc dans l'ANOVA au carré moyen. On en déduit l'écart type, min, max, le CPK, tout va bien, donc on voit qu'il est mauvais. Ici, donc on a tout simplement reproduit la gaussienne. Alors la gaussienne, c'est très simple. Je me suis servi de la fonction loi normale et on a besoin de la moyenne de l'écart type. Donc la moyenne, de l'écart type, du coup, racine de la variance, et de QS8, et si je dis pas de de Q8 moyenne, et WI. Alors WI, ici, qu'est-ce que c'est? Si je dis pas de bêtises, on va quand même cacher. Voilà, c'est tout simplement le nombre d'écarts types. Voilà, je veux entre moins 3, tracer ma gaussienne entre moins 3 et plus 3. Ici, j'ai tout simplement donc la moyenne plus moins 3 écarts types fois voilà, etc. Bon, bref, je me suis servi de tout ça pour faire ma petite gaussienne, mettre mes tolérances. On voit du coup qu'on a un décentrage et donc on déborde. Ici, si l'on regarde la part de contribution, 40% est lié à l'opérateur, 60% est lié à la répétabilité. Cela signifie qu'il faudrait quand même améliorer l'outil de mesure. Voilà, le fait est de mesurer 10 fois la valeur a un impact fort sur le résultat. Et éventuellement améliorer aussi la formation et de bien standardiser donc, votre protocole de mesure. Voilà, on est dans une condition de fidélité intermédiaire et le but était justement de réaliser un protocole. Donc ici, peut-être changer de moyen de mesure et améliorer la formation, standardiser la méthode de mesure. 20% des résultats sont équivalents entre les opérateurs, ce qui est très peu. Ici, on en a profité pour faire un test de Cochrane. Alors le test de Cochrane, ça permet tout simplement de voir s'il y a des différences entre les variances de répétabilité intra-série. Donc voir si la variance de Marie est équivalente à celle de Pierre, celle de Paul, celle de Jacques. Voilà, le Cochrane observé étant inférieur au Cochrane, donc là 1%, il n'y a pas de différence. Si différence il y a, cela veut dire peut-être qu'il y a une donnée aberrante. Voilà. Dans la mesure Cochrane est bon, je ne vais pas chercher la présence de données aberrantes. Nous avons ici donc le R carré qui est égal à 35%, donc qui n'est pas très bon, le R carré ajusté de 32%, qui est donc un petit peu moins bon. Le nombre de catégories, donc cela signifie que mon modèle statistique est capable, dans ma gaussienne, de trancher, de mettre des catégories. Donc là, il ne voit qu'une gaussienne. Alors le calcul, il est très simple. On fait racine du carré moyen total divisé par le carré moyen résiduel. Bon, ici, le résiduel n'est que la répétabilité. Il n'y a pas d'interaction. Fois racine de 2. Voilà, tout simplement. Des calculs divers comme la justesse. Donc ici, nous avons le biais, l'intervalle de confiance du biais. Donc le biais, l'intervalle n'ayant pas la valeur 0, on considère qu'il y a un biais significatif. Si la valeur 0 aurait été dans cet intervalle de confiance, je n'aurais pas corrigé la justesse, car j'aurais eu une justesse, un décalage certes, mais qui n'est pas significatif, donc acceptable.
Et pour la fidélité, ici j'ai calculé un CV. Donc le CV, c'est l'écart type divisé par la moyenne fois 100. Donc l'écart type de répétabilité, c'est celui-ci. Parce que, donc ici c'est bien le résiduel, hein, mais qui ne concerne que la répétabilité, il est là. Fidélité intermédiaire, bah, ça doit être le total. Voilà, avec ici un intervalle de confiance sur le CV. Donc des valeurs un petit peu plus élevées. Voilà donc un exemple. Et ben écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous en présenterai sûrement d'autres, notamment sur les plans emboîtés. Et ben plans emboîtés, pourquoi pas vous présenter vite fait les plans emboîtés. Alors plans emboîtés, très intéressant pour étudier vos process. Carré latin, est-ce que j'ai des plans emboîtés? Ok, plan emboîté. En fait, alors comment ça fonctionne ici? J'ai tout simplement trois facteurs. Je veux étudier type de sac, ouverture, scellage. Alors dans le contexte, on voulait stériliser des seringues et les seringues, donc il y avait les seringues de production, mais on voulait mettre des seringues qu'on allait contrôler et on ne voulait pas les mélanger aux seringues de production. Donc on a mis des seringues dans des sacs qui étaient à la fois ouverts et fermés, et fermés, scellés, complètement scellés. Donc l'idée c'est nous avions trois étapes successives. L'intérêt était de savoir si le fait de mettre une seringue dans un sac fermé et scellé avait un impact, allait protéger la seringue de la stérilisation. Donc ici, nous avions pris tout simplement deux échantillons et nous avons fait une répétition des résultats par échantillon. Alors c'est un peu, les plans emboîtés ou hiérarchisés sont un petit peu compliqués, surtout que lui il est partiellement emboîté, donc c'est une petite subtilité. Bref, le bilan, la nova est ici. Les contributions, bon, on s'aperçoit que le scellage agit sur les résultats. Donc le fait de sceller votre paquet va avoir un impact quand même sur votre mesure. Donc évitez tout simplement de mettre une seringue dans un type de sac. Alors le mettre dans un sac ouvert à la rigueur, mais à éviter. Voilà, enfin, la Nova par d'identification s'applique vraiment à tout. J'ai ici tout simplement un plaquet de Burman. On peut aussi bien utiliser un Taguchi. Pourquoi? Ben parce que nous avons toujours hein, un modèle total, modèle répéta. Nous avons nos 7 paramètres. Nos 7 paramètres sont à deux niveaux. Ben, comment fait-on? On va tout simplement faire pour la somme des blocs au carré, somme de tous les résultats pour le débit qui sont à 1. Voilà, donc nous allons faire ça plus ça au carré plus ça au carré. Et donc dans une parenthèse, la fonction serait la suivante, égale ça, ferme la parenthèse au carré, plus tous les résultats de moins 1, on ferme la parenthèse au carré. Tout ce qui est au carré, c'est le nombre de blocs. Le nombre de blocs, il y en a autant que le nombre de niveaux. Voilà. Ici, bon, si vous regardez, c'est un petit peu différent. Il y a d'autres subtilités. Voilà, on peut aller vraiment très loin, mais vous avez la stratégie. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à commenter et surtout à liker et à partager.